Mesdames et messieurs, c'est un honneur de vous retrouver. Dites-moi tout reçoit aujourd'hui un candidat malheureux, on va dire, à la présidentielle ou au présidentiel si vous voulez. Docteur Noël Tiani est avec nous aujourd'hui. Avec lui, nous allons évaluer l'action du gouvernement, l'action du président de la République, les manœuvres du FCC. Nous allons parler de la balkanisation, on parlera de l'économie parce que c'est son secteur de prédilection. On en parlera. Pourquoi pas jeter un coup d'œil sur le plan Marshall? Est-ce que le plan Marshall résolvait tout ce problème? On essaiera d'en parler. Et donc, je le reçois aujourd'hui comme spécialiste des questions économiques, mais surtout des questions politiques aussi. Docteur Tiani, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir à Congo Buzz. Merci beaucoup, Monsieur Tiani. Je rappelle que vous êtes docteur, vous avez fait longtemps aux États-Unis et vous avez travaillé dans les institutions financières internationales. Et aujourd'hui, vous êtes au Congo. De quel œil voyez-vous la politique au Congo maintenant? Il y a un changement ou il n'y en a pas carrément? Oui, effectivement, après 40 ans d'absence du pays, j'ai vécu certainement en Europe, aux États-Unis. Je suis revenu ici depuis un an et j'observe sur le terrain que beaucoup de choses n'ont pas beaucoup changé. J'ai même peur que certaines choses s'empirent sur le plan sécuritaire, par exemple, sur le plan de la paix sociale. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de changements. Certainement, nous avons connu une alternance pacifique au sommet de l'État. Nous avons un nouveau chef de l'État qui a remplacé son prédécesseur, mais en dessous du chef de l'État, il n'y a pas beaucoup de changements. Alors, vous avez été à l'opposition à un certain moment. Vous contestiez à l'époque Kabila, que vous n'appréciez pas du tout, on peut le sentir, et que vous avez formulé parfois des recommandations très fortes à Kabila. Et Kabila est parti. Aujourd'hui, Félix est là. Mais on ne vous sent pas à l'attaque, on ne vous sent plus comme avant. Qu'est-ce qui se passe? Vous dites c'est votre frère, vous n'allez pas l'attaquer, ou vous dites bon, donnons un peu le temps, ça va aller? Vous savez, je n'ai jamais pris mon combat politique sur le plan personnel. Je ne me suis pas opposé à Joseph Kabila en tant qu'individu. Je n'ai pas soutenu Félix Antoine Tshisekedi en tant qu'individu. J'ai toujours évalué les systèmes et le mode de gouvernance. Et j'avais considéré que le système de gestion du pays sous Joseph Kabila était dégueulasse. Ça n'avait pas permis au peuple congolais de prendre avantage de l'abondance des ressources naturelles que nous avons. La gouvernance était très mauvaise. Le Congo était classé comme étant l'un des pays les plus corrompus du monde. Nous avons un PIB par habitant l'un des plus bas du monde. Donc, le système Kabila avait échoué. Alors maintenant, avec l'alternance au sommet de l'État, il fallait donner du temps à Félix Tshisekedi en tant que président de la République pour qu'il puisse montrer de quoi il est capable. Donc nous avons observé une période si je peux dire, d'attentisme pour voir exactement, pour lui donner la chance. Alors un an après aujourd'hui, nous sommes de plus en plus inquiets que beaucoup de choses n'ont pas évolué. Alors, je procéderai aujourd'hui à des questions directes et simples. Le président a dit que cette année, ça allait être une année de l'action. Ça fait une semaine qu'il n'y a pas d'action jusque-là. On attend quoi pour qu'on ait des actions? On attend un jour, qui sera un jour férié, où on va déclarer les débuts des actions. Qu'est-ce qu'on attend exactement? Parce que 7 jours, le même temps, on vient de le perdre. J'avais effectivement suivi le discours sur l'état de la nation prononcé par le président Félix Antoine Tshisekedi devant le Congrès, réuni donc par l'Assemblée nationale et le Sénat. Et j'étais même dans la salle. Et j'avais bien compris qu'il avait déclaré l'année 2020 comme étant l'année de l'action. Tous les Congolais, comme moi, nous attendons de voir ces actions. Vous avez raison, une semaine après le début de l'année 2020, il n'y a pas encore de grandes actions. Et s'il y a des actions, d'ailleurs, on se pose des questions. Pourquoi? Parce que j'ai vu que sur le campus de Kinshasa à l'Unikin, il y a une révolte. Les étudiants se sont révoltés. Et ils sont en train d'être matés par la force. Il faut qu'on analyse... Contraints même à déguerpir. Oui, contraints à déguerpir. Mais j'ai essayé donc d'analyser la situation. J'ai reçu ce matin des étudiants pour essayer de comprendre quel est le problème. Le problème, j'ai compris que en 2019, les frais académiques étaient de 245 000 francs congolais, équivalent à 266 $, au taux de 920 francs congolais pour $1. Pour l'année 2020, on a fixé les frais académiques à combien? À 485 000 francs congolais, équivalent à combien? À 285 $, au taux de 1700 $. Le problème, à mon avis, c'est la gestion de la monnaie congolaise. C'est le taux d'échange qui a causé
la perte du pouvoir d'achat par les étudiants et qui a amené à cette révolte-là. Parce que je pense qu'au lieu de pouvoir donc les mater, le gouvernement et la Banque centrale, qui sont à blâmer d'ailleurs pour cette crise-ci, le gouvernement et la Banque centrale devraient chercher à stabiliser l'économie, à stabiliser la monnaie, pour que le peuple congolais, non pas simplement les étudiants, puissent avoir un pouvoir d'achat stable. D'accord, c'est une grande action, monsieur le professeur, parlons-en. Qu'est-ce qui se passe exactement? Parce que quand on regarde sur le dollar, 250 et 280, c'est vraiment pas une très grande augmentation, on va dire 30 $, peut-être 20 $ de plus. Mais c'est quand on convertit ça en francs congolais que ça devient un problème. Alors, pourquoi depuis 17 ans, on continue à avoir ce même problème? J'ai l'impression que le franc congolais suit à jamais les dollars et qu'il ne l'atteint jamais. La réponse est simple. La réponse est que la monnaie congolaise n'est pas bien gérée. Il ne faut pas se voiler la face. Vous êtes l'un des pères des francs congolais. Je suis l'un des concepteurs du franc congolais. Quand on avait conçu le franc congolais en 1997, $1 était équivalent à 1,3 francs congolais. Est-ce que vous avez vu dans la durée aussi, monsieur le professeur, parce que vous êtes le père de ce franc, est-ce que quand vous l'avez conçu, avez-vous pensé au futur? Avez-vous pensé à 20 ans, 30 ans plus tard? Nous avons pensé au franc et l'idée était de faire une monnaie aussi bonne que le dollar et l'euro. C'est-à-dire que s'il y avait par exemple des fluctuations, ça devait être dans la marge de l'acceptable. Par exemple 10%, 20%, quelque chose comme ça. On pouvait conserver le pouvoir d'achat des Congolais. Mais il y a eu une dépréciation monétaire du fait que le taux d'échange est passé de 1,3 francs congolais pour $1 à 1700 francs congolais pour $1. Prenez 1700 divisé par 1,3, vous obtenez un taux de dépréciation monétaire de près de 150 000%. Le peuple congolais a été tué à travers la mauvaise gestion de la Banque centrale, la mauvaise gestion donc de l'économie, la mauvaise gestion donc de la monnaie. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Là où il faut commencer, il faut bien analyser les problèmes et identifier les causes. Alors, les causes. Au lieu de pouvoir s'attaquer aux conséquences. Les causes sont lesquelles? Les causes, la mauvaise gestion du pays. Dans les hommes. Les hommes d'abord. Oui. Donc la mauvaise gestion du pays, la mauvaise gestion de l'économie par le gouvernement, la mauvaise gestion de la monnaie par la Banque centrale. Il faut commencer par mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Nous pensions qu'avec l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi comme président de la République au sommet de l'État aujourd'hui, il allait mettre en place, ou il va mettre en place, on espère toujours, une équipe capable de pouvoir faire face à ces défis. Mais j'ai peur que jusqu'aujourd'hui, les choses prennent du temps à être mises en place. Par exemple, au niveau de toutes les entreprises publiques, les régies financières, la Banque centrale, il n'y a pas eu de changement. Comment voulez-vous qu'on puisse changer la gouvernance si on a maintenu les mêmes personnes avec les mêmes méthodes de gestion? Alors, revenons sur la Banque centrale. Est-ce que la Banque centrale joue un rôle important dans une bonne gouvernance d'un pays? Oui, dans une bonne gouvernance du pays, la Banque centrale joue même un rôle primordial. Quel est le rôle de la Banque centrale? Exactement. C'est l'institut d'émission ayant pour mission la conception, la mise en œuvre d'une politique monétaire saine et crédible. Politique monétaire, ça veut dire préserver le pouvoir d'achat des Congolais, c'est-à-dire à donner aux Congolais une monnaie qui est stable, qui ne fluctue pas au jour le jour. Deuxièmement, la Banque centrale a pour mission de pouvoir superviser le système financier. Tout le système financier congolais aujourd'hui n'est pas du tout supervisé. Et je vais vous dire pourquoi. Nous avons par exemple 15 banques commerciales. Toutes les banques sont étrangères. Et quand on a l'opportunité de faire entrer les Congolais donc dans les banques, je ne sens pas au niveau de la Banque centrale, ni au niveau des autorités politiques congolaises, une volonté quelconque de pouvoir changer donc la donne. L'exemple le plus frappant, c'est la BCDC, la Banque commerciale du Congo, qui vient d'être vendue à une petite banque du Kenya, qui appartient au Kenya, aux Rwandais et aux Ougandais, dans un pays où les Congolais n'ont pas un mot à dire donc sur leur propre économie. Je pense que c'est un scandale. La BCDC est vendue. Elle vient d'être vendue à la Equity Bank du Kenya. Vous nous confirmez cette information? Je vous confirme parce que c'est ça que j'ai lu, un communiqué qui était émis par Equity Bank au Kenya qui dit qu'ils ont acheté donc la BCDC alors qu'au Congo, ni la Banque centrale du Congo, ni le gouvernement congolais n'ont dit quoi que ce soit au peuple congolais. Donc on nous tient dans l'obscurité pendant qu'on vend les actifs donc du pays tels que la BCDC, la deuxième grande banque du pays. Je pense qu'on est en train de vendre l'économie du pays. Mais ça c'est bon sous Fachi. J'ai dit tout à l'heure là qu'on a fait le changement au sommet de l'État. Fachi est président de la République. Mais sous Fachi, tout le système continue à être le système de Joseph Kabila. Si vous étiez président, qu'allez-vous faire, monsieur Tiani?
j'allais mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut dès le premier jour. C'était nous trois hommes qui pouvaient régler le problème de la banque. Non, je ne vais pas personnaliser les choses, mais j'allais mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. J'allais déjà constater qu'à la Banque centrale, il y a eu un échec patent. Pourquoi? Parce que la monnaie que la Banque centrale est supposée gérer est passée de 1,3 francs congolais à 1700 francs congolais, un taux de dépréciation monétaire, comme je l'ai dit, de 150 000%. C'est un échec visible. Deuxième élément aussi pour juger la qualité du travail de la Banque centrale, la dollarisation. La Constitution congolaise, dans son article 170, dit que le franc congolais est la seule monnaie utilisable sur l'étendue du territoire national. Mais dans la pratique, qu'est-ce que nous constatons? C'est le contraire, en tout cas. 95% de la masse monétaire du pays se trouve en dollars. La Banque centrale ne gère plus que 5% de la masse monétaire du pays. Elle a échoué, il faut changer. Et les hommes et les modus operandi, la façon dont la Banque centrale fonctionne et les politiques pour que nous puissions donner au peuple congolais une nouvelle façon de pouvoir gérer la monnaie. Est-ce qu'il n'y a pas des pressions politiques derrière tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas des enjeux, comme on dit, il n'y a pas d'enjeux politiques derrière pour que l'on place des hommes qui répondraient à d'autres individus que la politique monétaire? Je ne connais pas. J'ai constaté par exemple qu'à l'issue des élections de décembre 2018, lorsque le président Félix Antoine Tshisekedi est devenu président de la République, il n'a pas eu la main libre de pouvoir choisir l'homme qu'il fallait. Vous avez entendu parler donc des soi-disant accords entre le FCC et le CACH, et ils ont négocié pendant 8 mois pour nous donner quoi? Un gouvernement de 67 ministres, dont je pense 45 ou 46 qui viennent du FCC et le reste donc qui viennent donc du CACH. Ça montre bien que le président de la République n'a pas la latitude de choisir l'homme qu'il veut à mettre à la place qu'il veut. Il est obligé de pouvoir donc composer avec ses, entre guillemets, donc ses alliés ou ses ennemis politiques, de vivre avec eux ensemble. Et je pense que ce système-là a montré des limites parce que jusqu'aujourd'hui, on sent que le pays est bloqué, le pays est pénalisé. Je donne un exemple. Le président de la République a nommé les nouveaux dirigeants de la SNCC et aussi de la GECAMIN. Jusqu'aujourd'hui, 12 mois après, ces gens n'ont pas encore pris fonction. Ça veut dire que les décisions du chef ne sont pas exécutées. Comment voulez-vous qu'il puisse changer les choses s'il n'a pas la liberté de pouvoir choisir qui il veut, nommer qui il veut et le mettre à la place qu'il veut pour qu'il puisse donc fonctionner d'après sa vision? La grande question est à quel niveau, monsieur Tiani? Est-ce que c'est Félix Tshisekedi qui est incompétent? Est-ce que Félix Tshisekedi est finalement assujetti par le poids constitutionnel? Est-ce qu'il est noyé par, il se noie par le contexte constitutionnel? Finalement, qu'est-ce qui se passe exactement avec Félix Tshisekedi? Bon, je ne peux pas parler parce que je ne travaille pas avec lui directement. Il faut poser cette question donc à son bureau. Mais moi, personnellement, je pense qu'il affiche une très grande volonté et une très grande volonté de travailler et une très bonne vision pour le pays. Maintenant, comment est-ce qu'on n'arrive pas à mettre cette vision donc en œuvre? C'est une question, je pense, de l'équipe qu'il a, l'équipe au niveau du gouvernement, l'équipe qu'il a au niveau de son cabinet. Et là, il faut chercher donc les causes, mais en ayant des connaissances à l'interne que je n'ai pas. Parlons de grands changements, si vous voulez. Monsieur Tiani, quand Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, quelques mois après, le premier scandale, c'est le 15 millions de dollars. Et puis après, c'est le 200 millions de dollars. Et puis après, 300 millions de dollars. Et puis après, 6 millions de dollars qui auraient pu servir à cet événement de l'alternance que vous avez même critiqué. Après, il y a eu des effigies, pardon, je veux dire l'impression de banques, tout ça. Sommes-nous dans une république des millions qui se volatilisent alors que l'État congolais continue à pleurer? C'est quoi les vrais problèmes aujourd'hui? Est-ce qu'on a vraiment changé? Mais j'ai dit tout à l'heure qu'il y a eu changement au sommet de l'État. On a un nouveau chef d'État qui a pris la place de l'ancien chef de l'État. Mais en dessous de ce chef de l'État, le système continue à être le même système prédateur de mauvaise gouvernance, de corruption, de détournement des fonds publics. Tous les chiffres que vous avez mentionnés, tous ceux qui sont mentionnés donc dans ces cas-là, sont les personnes qui étaient liées à l'ancien système et qui continuent à opérer dans le nouveau système aujourd'hui qui n'a pas changé. Donc, ce que moi je voudrais dire, c'est quoi? Je voudrais souhaiter que le président de la République s'efface violence le plus rapidement possible pour mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, qui corresponde bien à sa vision pour qu'on puisse commencer à mettre en place une gouvernance nouvelle, différente donc de celle qui est décriée par tout le monde. Vous pensez que Kabila est parti ou il est encore là? Bon, très clairement, il est encore là. Pourquoi? Parce que on a dit qu'on a un nouveau chef de l'État, mais l'ancien chef de l'État a pris une autre casquette où il dit qu'il a une majorité à l'Assemblée nationale et au Sénat,
il contrôle toutes les assemblées provinciales, il contrôle les gouverneurs de province et régulièrement, il réunit donc dans son nouveau palais présidentiel qui est Kingakati, il réunit donc les gens de sa famille politique pour décider de ce qu'ils doivent faire ensemble. Et donc je peux dire que ce système n'est pas encore parti. Nous avons parti de pouvoir déboulonner le système, mais jusqu'à présent, je pense que les boulons sont très durs à pouvoir donc démonter et ça continue à être encore en place. Que dites-vous du fait que Félix Tshisekedi doit finalement inaugurer un saut de mouton, mais il se rend compte que le ministre de tutelle n'est pas là. Il se trouve à Kingakati, reçu par Kabila. Ben, il n'y a pas que cet exemple-là. Il y a eu aussi, lorsque le président de la République était en Belgique pour pouvoir signer des accords de coopération militaire avec la Belgique, le ministre de la Défense ne s'est pas pointé donc en Belgique. Encore une fois, j'ai dit très bien que cette cohabitation entre le FCC et le CAJ, ça ne marche pas. Il faut qu'on se le dise clairement. Ce n'est pas de la faute du président de la République. Le président de la République affiche une très grande volonté de changer les choses. Mais si ses copains du FCC ne semblent pas pouvoir s'inscrire dans la logique du changement positif que nous voulons pour le pays, je pense qu'on paralyse le pays et la situation du pays aujourd'hui, elle me paraît très bloquée. Une question directe, vous le voulez, M. Tiani? Oui, allez-y. Si vous étiez président, allez-vous faire une alliance avec le FCC? Moi, j'ai toujours dit que je voudrais rassembler tous les Congolais, mais je voudrais rassembler les Congolais qui veulent travailler pour développer la RDC. Tout celui qui allait se mettre sur mon chemin avec l'idée de corruption, de prédation des ressources naturelles, des crimes contre l'humanité, des crimes contre les citoyens congolais, j'allais le mettre hors d'état de nuire immédiatement en tant que chef de l'État. Donc on ne peut pas d'un côté vouloir une chose et faire le contraire. On ne peut pas d'une part vouloir faire la bonne gouvernance et être copain avec les corrompus et les corrupteurs et les criminels. Donc si j'étais président de la République, on allait assister à une gestion très différente de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que Kabila allait devenir? Bon, c'est un citoyen comme tous les autres et il fallait qu'il accepte d'abord donc de rester dans sa caserne en tant qu'ancien président de la République, qui n'allait pas jouer un rôle actif donc dans la politique. Maintenant, s'il observe donc ces règles du jeu, il vit comme tous les autres citoyens congolais. Et si ce n'est pas le cas, je pense que la justice donc devait s'occuper de tous ceux qui ne respectent pas donc la loi. Auriez-vous accepté de lui laisser la garde républicaine? Non, j'allais lui laisser simplement les gens qui sont prévus dans la Constitution. Un ancien chef de l'État doit être protégé. Il doit être protégé par un certain nombre de personnes bien déterminées. Mais il n'allait pas avoir donc une armée tout entière qui se promène donc à Kingakati ou partout où il se promène donc pour pouvoir donc protéger l'ancien chef de l'État. Il n'a pas besoin de ça. S'il est citoyen normal, il doit être protégé. Je pense que la Constitution prévoit une dizaine de gardes. C'est cette dizaine de gardes qu'il allait avoir. Est-ce que Kabila est dangereux aujourd'hui? Bon, je pense que vous m'avez déjà posé cette question-là et tout le monde observe la façon dont il se comporte et nous constatons un calme relatif sur l'ensemble du territoire national malgré les troubles que nous connaissons donc à Béni, à l'est de la République. Il faudra que l'histoire le juge. L'histoire va le juger, pas simplement pendant ce mandat de Félix Antoine Tshisekedi, mais par son comportement dans l'avenir. S'il accepte de pouvoir jouer le rôle qu'ancien chef de l'État, de rester calme, de ne pas perturber donc l'ordre politique en place, eh bien, on va le considérer comme citoyen normal. Mais s'il sort donc de ce cadre-là, je pense que l'histoire va le juger avec beaucoup de sévérité. Et les classiques du FCC, dont les rapports sont accablants, tantôt le rapport des armes, Kamuna Sampou, les fausses communes de Massina, et bien tout ça, les rapports de Humaine Raturo, tous ces gens-là, pensez-vous que si vous étiez président, serait-il toujours en liberté comme ça, sans être inquiété? En tant que président de la République, vous êtes président de tout le monde. En tant que président de la République, j'allais faire fonctionner la justice. Et j'allais dire à tous les peuples congolais, si vous avez des problèmes avec telle ou telle personne, n'utilisez pas la force physique pour régler vos divergences. Allez au système de justice et j'allais m'assurer que la justice à tous les niveaux fonctionne normalement. C'est-à-dire mettre des véritables magistrats bien rémunérés, mais aussi munis d'une déontologie juridique acceptable pour qu'ils puissent faire le travail d'après la loi. Et en ce moment-là, que ce soit les anciens du régime de Mobutu, du régime de Kasavubu, du régime de Kabila Père ou du régime donc de Kabila Fils, tout le monde devait être jugé d'après la loi. Est-ce que vous êtes en train de penser que Félix Tshisekedi perd la pédale sur la question de l'Est, par exemple? Je ne peux pas le dire parce que c'est trop tôt. Il vient d'arriver. N'oubliez pas que ces problèmes-là remontent à très loin donc dans le passé. Alors, il essaye de faire ce qu'il peut dans la limite de ce
qu'il a comme pouvoir en tant que président de la République. Il vient de déplacer le QG, par exemple, au quartier général des forces armées congolaises, donc à Béni. En ayant les gens sur le terrain, on espère voir donc la différence. Et d'après le rapport que j'ai lu, qui est publié par les forces armées de la République démocratique du Congo, on semble pouvoir gagner du terrain par rapport donc aux troupes rebelles. Donc, donnons le temps au temps avant de pouvoir le juger définitivement. Est-ce que vous pensez que, parce que là, finalement, on ne connaît plus la position que nous avons vis-à-vis du Rwanda, M. Tiani, pour Mosito, il faut aller en guerre contre le Rwanda. Pour le cardinal Ambongo, c'est un plan de balkanisation qui est en place. Et pour Vital Kamerhe, il faut donner des vaches. Finalement, on ne sait pas c'est quoi notre position effectivement avec le Rwanda. Tantôt, c'est le président de la République qui prend des photos amicales avec le Rwandais Kagame. Alors, finalement, c'est quoi la position du Congo par rapport au Rwanda? Moi, je voudrais dire ceci. En tant que pays, nous devons être préparés à toute éventualité. Et quand on a des pays voisins, on a 9 pays voisins, on est le plus grand pays donc dans cette région, il faut avoir une armée de qualité. C'est-à-dire nous devons restructurer l'armée, la police, les services de sécurité, être prêts à toute éventualité. Nous ne devons pas aller en guerre pour le plaisir donc d'aller en guerre. Nous devons utiliser les voies diplomatiques pour régler les problèmes qui se poseraient entre la RDC et n'importe quel pays voisin ou n'importe quel pays donc dans le monde. Mais si cela n'est pas possible de trouver une solution de cette façon-là, on devra déclencher donc le mécanisme d'usage de la force. Mais je ne voudrais pas qu'on puisse passer à la télévision bien avant même d'avoir une armée bien préparée, bien restructurée, commencer à faire des déclarations que nous voulons aller en guerre avec tel ou tel pays. Je pense que ça, c'est irresponsable. Vous pensez que le propos de M. Mosito était des propos irresponsables? Je ne pense pas qu'il faille aller à la télévision pour déclarer donc des guerres à n'importe quel pays. Je pense que ce n'est pas constructif. Ce qui serait constructif, c'est qu'on se concentre sur la restructuration de l'armée, de la police, des services de sécurité et qu'on ait l'armée la plus puissante dans cette région et la plus puissante même d'Afrique. Être préparé pour qu'un jour, si un pays ne peut pas collaborer avec nous sur le plan respectable, et qu'on ne puisse pas trouver de solution, en ce moment-là, on va déclencher donc la guerre. Mais on ne déclenche pas la guerre en annonçant à l'avance, à la télévision, qu'on va faire la guerre à tel pays. Je pense que ce n'est pas du tout très prudent donc d'agir de cette façon-là. Toujours dans la question de l'Est, M. Honoré Mbanda pense que l'armée congolaise est totalement infiltrée, qu'on n'en a même pas une seule d'ailleurs. Il y a beaucoup de Rwandais, beaucoup d'infiltrés à l'intérieur. Avez-vous la même impression? C'est un secret de polichinelle. Moi, je n'ai pas accès aux informations militaires, la composition de notre armée. Mais j'ai toujours suivi les déclarations de certaines des personnes donc, que vous venez mentionner. Et nous savons aussi que l'armée congolaise, d'après les rapports de ceux qui sont dans l'armée, qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas d'origine congolaise et qui sont là peut-être au service des pays étrangers. Et c'est ça le travail que nous devons faire en tant que pays dans le cadre de la restructuration de l'armée. Vous savez, dans le cadre du plan Marshall de Noël Tchang pour la reconstruction et le développement de la RDC, je propose que nous fassions d'abord l'inventaire de qui est dans l'armée. Qui est dans l'armée, il est venu d'où, il a comme quel background, quel historique il y a derrière lui, est-ce que c'est un criminel, il est venu donc d'un pays étranger, parce qu'on nous a présenté dans le passé, sous M. Laurent Désiré Kabila, certaines personnes qu'on présentait comme étant des Congolais, qui ont même dirigé l'armée de la République démocratique du Congo, et il s'est avéré par la suite que ces gens-là, lorsqu'il fallait plier bagages, ils ont plié bagages pour retourner donc chez eux, occuper même des fonctions importantes dans les armées donc de leur pays. Donc je pense que nous avons un problème et comment il faut le régler. Il faut avoir une tête froide, faire l'inventaire de qui est dans l'armée, déterminer qui vient d'où, qui est loyal à la RDC et qui n'est pas loyal à la RDC. Ceux qui ne sont pas congolais, qu'on les sorte de l'armée, qu'on recrute de nouveaux éléments congolais, qu'on les forme comme il le faut, qu'on les paye comme il le faut et qu'on les déploie sur le terrain pour pouvoir maintenir la paix, la sécurité et défendre des frontières aussi congolaises. Mais M. Tiani, vous avez vécu en Amérique et en Europe. Est-ce que vous pensez vraiment que l'armée américaine n'a pas de personnes d'origine étrangère au sein de ces armées-là? Ah non, l'armée américaine a beaucoup de personnes d'origine étrangère. Pourquoi ça pose un problème? Non, ça dépend. Ce ne sont pas des gens qui sont venus pour infiltrer l'armée américaine. Ce sont des gens qui sont allés aux États-Unis ou qui ont été recrutés par l'armée américaine, sachant très bien que ce sont des étrangers. On leur confie donc des fonctions spécifiques dans le cadre des objectifs que les États-Unis voudraient donc réaliser. Et en ce moment-là, donc, tout est fait de façon transparente. Et il y a même des citoyens aussi étrangers qui sont venus dans l'armée américaine et qui ont pris la nationalité américaine, qui ont juré allégeance aux États-Unis d'Amérique.
s'il y a des éléments étrangers qui viennent de l'armée congolaise de façon transparente et qui ne se faufilent pas en disant qu'ils sont congolais alors qu'ils ne le sont pas et qui n'ont jamais d'ailleurs demandé la nationalité congolaise, il se pose un problème. Donc nous parlons d'infiltration lorsqu'il y a des gens venus avec des intentions malveillantes donc sur notre pays et qui se sont infiltrés dans les institutions sans pouvoir avoir le droit d'être congolais. Est-ce que vous pensez que Monseigneur Mbongo, par exemple, quand il parle de la balkanisation, pensez-vous que ce projet-là, il est vrai, il est réel? Si le réel commencera par où? Est-ce que ce ne sont pas des chimères que l'on vend aux gens? Vous savez, c'est depuis très longtemps que nous entendons parler de la balkanisation de la RDC. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui a même écrit des livres là-dessus. C'est Freddy Moulumba, ancien journaliste donc, du journal Le Potentiel, mais qui est actuellement DGA à la RTNC. Freddy Moulumba a toujours parlé de la balkanisation de l'Est de la RDC. Et quand j'ai entendu les déclarations de Monseigneur Ambong n'est pas n'importe qui. Il est allé là-bas, c'est un prélat catholique qui n'a pas envie de pouvoir mentir. Je ne vois pas ce qu'il dirait de faux pour pouvoir donc simplement donc attirer l'attention donc des gens. Il est allé, il a eu accès aux informations préparées par les églises catholiques à l'Est de la République. On a indiqué qu'il y a des troupes rebelles qui viennent des pays limitrophes, qui entrent en RDC, qui tirent sur tout le monde qui bouge donc dans des villages pour faire fuir les gens. Et une fois que les gens ont fui, ont quitté les villages, les gens, les populations de ces pays limitrophes viennent s'installer dans les villages. De façon telle qu'un jour, on va se réveiller, tout l'Est sera occupé par des gens venus du Rwanda, du Burundi, de l'Ouganda, ainsi de suite. Je pense que les déclarations de Monseigneur Ambongo sont à prendre très au sérieux. Et en tant que pays, nous devons savoir maintenant que faire. Parce que cette situation, elle est pratiquement... elle s'est déjà présentée. Mais que faire? Je l'ai dit et je le répète. Et le plan Marshall prévoit quoi exactement? Le plan Marshall prévoyait la restructuration de l'armée, de la police, des services de sécurité. La mobilisation de toute la population congolaise comme un seul homme. Pour que, vous savez, entre nous Congolais, nous connaissons tous. Avant que je vienne ici, j'ai dit je vais avoir une interview avec Christian Bossembe. Il y a quelqu'un qui me dit « Ah mais, nous avons grandi ensemble, on le connaît ». Si vous demandez sur Noël Tchani, les gens vont vous dire qu'on le connaît aussi. Quand vous allez à l'Est de la République, vous allez trouver des gens avec des visages bizarres et vous demandez, ils viennent d'où, on ne sait pas. Bizarre. Des visages bizarres parce qu'ils ne ressemblent pas aux Congolais. Mais vous demandez, mais ils viennent d'où? Où est-ce qu'ils ont grandi? Bon, on ne sait pas où est-ce qu'ils ont grandi. Il y a un problème. Nous devons faire l'identification des Congolais, restructurer l'armée, les services de sécurité et revenir donc au basic. Qui est congolais, qui remplit les critères pour être congolais. On ne refuse pas que les gens d'autres pays puissent venir et devenir congolais, mais ils doivent suivre la procédure. Il ne doit pas y avoir donc une procédure collective où on dit simplement un groupe de personnes est arrivé, s'est installé donc sur une montagne et ils sont devenus donc congolais. Donc je pense que c'est ça que prévoyait le plan Marshall. Nous devons revenir au basic pour déterminer qui est congolais et qui ne l'est pas. Est-ce que le plan Marshall a prévu aussi la fin de guerre à l'est du pays? Le plan Marshall a prévu la fin de la guerre à l'est du pays, dans la mesure où, je le dis, je le répète encore, nous devons avoir une armée forte, une police nationale républicaine. Nous devons avoir les services de renseignement pour être à mesure d'être informés de ce qui se trame avant que les choses ne puissent se présenter. Si nous avons cette armée-là, et nous avons cette police-là, nous allons maintenir la paix et nous allons avoir la force de dissuasion. S'il y a un pays qui ne peut pas nous respecter et qu'on ne peut pas régler les problèmes donc, de façon pacifique, il faudra passer à la force. Mais pour passer à la force, il faut être préparé. Il faut avoir, diplomatiquement, il faut utiliser tous les moyens possibles. Tous les moyens possibles. C'est pour ça que nous avons l'Union africaine. C'est pour ça que nous avons les Nations Unies pour régler les problèmes de façon civilisée. Mais si on ne peut pas régler les problèmes de façon civilisée et que nous avons une armée forte et on est un grand pays, en ce moment-là, on peut utiliser donc la force comme dernier ressort. En dernier ressort, je veux dire. Alors, je reviens avec vous, M. Tiani. Le Congolais, enfin, le Congolais ne mange pas bien. Les Congolais mangent n'importe quoi. N'importe quoi peut rentrer au Congo, c'est considéré comme une sorte de poubelle. Et vous entendre dans votre discours lors de la campagne électorale, vous avez fait mention que vous avez réglé le problème au Sénégal, les problèmes dans certains pays africains. Ils ont fait appel à votre intelligence. Mais pourquoi cette intelligence ne sert pas en République démocratique du Congo pour résolver le problème du Congo alors que nous avons une abondance terrible en termes de richesse, en termes de sol, en termes de sous-sol, en termes de tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Les Congolais souffrent beaucoup. On vient d'apprendre qu'il y a 11 détenus dans la prison de Magala qui sont morts, qui viennent de mourir par manque de nourriture. Exactement. Je voudrais vous dire que le 31 décembre de cette année, il y a une semaine, je suis allé à l'hôpital général de référence, ancien Mama Yemo.
j'ai amené un peu de nourriture que j'avais et j'ai partagé avec les malades. Et j'ai découvert une situation alarmante, très catastrophique. Après avoir mangé avec les malades, j'ai vu un groupe de dames qui sont des mamans, qui ont accouché, qui avaient des enfants qu'elles tenaient donc dans leurs bras. Ces enfants étaient âgés de 4 mois ou de quelques semaines. Alors, quand je demande donc qu'est-ce que vous faites là, parce que les enfants ont déjà 4 mois, ils sont même à l'âge de pouvoir sortir, aller jouer. On me dira que ces mamans sont détenues ici à l'hôpital parce qu'elles n'ont pas payé les factures depuis leur accouchement. Ouais. Et les bébés aussi. Et les bébés aussi sont prisonniers dans ce système-là. Ça, c'est un hôpital public, c'est-à-dire un hôpital qui appartient à l'État. Mais soyons humains. Comment est-ce qu'on peut faire ça aux citoyens congolais qui viennent de naître? On les prend otages parce que leurs mamans doivent à l'hôpital 200-300 $. Je souhaiterais inviter le gouvernement à faire mieux que ça. Je fais un appel solennel au Premier ministre, Ilunga Ilunkamba, au ministre de la Santé, Dr Eteni, mais également au ministre des Affaires humanitaires, M. Steve Mbikai, de régler ce problème. Je vais aller les voir en personne parce que je veux que ces mamans-là sortent de l'hôpital immédiatement. Et je voudrais aussi que cet hôpital, si possible, qu'on puisse le fermer, qu'on puisse reconstruire un nouvel hôpital. Le Congo a des moyens, mais nous devons nous organiser pour faire des choses correctement. On ne peut pas continuer à avoir en RDC un hôpital qu'on appelle hôpital de référence, c'est-à-dire la référence de tous les hôpitaux donc, dans notre pays, qui est dans cet état-là, et on continue à envoyer des gens, c'est comme si on les envoyait donc à la mort. Nous devons faire mieux que ça. De mourir. Mais qu'est-ce qu'il faut faire parce que la pauvreté continue? Comment on fait pour avoir l'argent, monsieur le professeur? Il y avait le rapport Luzolo qui parlait de 15 milliards de dollars qui s'est volatilisé. Alors là, on a vu que c'est une république des millions, on perd tous les jours l'argent, le système n'a véritablement pas changé sur ce côté-là, de ce côté-là, pardon, mais comment faire pour avoir l'argent? Je peux vous donner encore un élément si vous le voulez. Pensez au GoPass que vous payez tous les jours. En fait, disons tous les jours. Ça fait 10 ans qu'on paye le GoPass, mais l'argent va où? Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour changer la RDC, il faut changer le système de gouvernance. Et pour changer le système de gouvernance, il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Le chef de l'État doit se faire violence. Il doit mettre en place une nouvelle équipe de personnes compétentes, capables, pas simplement des fanatiques, donc des partis, capables de pouvoir faire le travail. Vous avez mentionné le système de GoPass. Moi, personnellement, que vous voyez, j'ai aidé le Sénégal à se doter de l'aéroport moderne qu'ils ont aujourd'hui. Et vous savez comment cet aéroport a été construit? Comment? Ce qu'on a fait, c'est que... Dites-moi tout. Pardon. Ce qu'on a fait, c'est que on a d'abord préparé la notation du Sénégal par les agences de notation, c'est-à-dire ils devaient rembourser leurs dettes et restructurer la situation financière. Une fois qu'on a atteint ce niveau-là, les agences telles que Standard & Poor's, Fitch et consorts ont donné la notation qui n'était pas bonne, mais on l'a préparée progressivement jusqu'au moment où elle est devenue donc acceptable. Et maintenant, le Sénégal émet des emprunts obligataires, c'est-à-dire emprunte de l'argent sur le marché et cet argent donc qui est souscrit par le public, on l'utilise pour financer de gros projets d'investissement tels que la construction de l'aéroport et consorts. Les GoPass de la RDC devaient servir exactement dans le même sens. Si on prenait ces GoPass, on les mettait dans un compte escroc et que personne ne détourne donc un seul centime, on pouvait construire un aéroport moderne à Ndjili, un aéroport qui serait comparable donc à celui du Sénégal. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut construire 3 ou 4 aéroports internationaux donc en République démocratique du Congo. Donc le problème, c'est la gouvernance. Si l'argent qui entre dans les caisses est détourné, moi je ne connais pas les détails de comment l'argent donc des GoPass est utilisé. Mais tout ce que je vois aujourd'hui, c'est que ça ne sert à rien de pouvoir charger les gens et on ne sait pas où l'argent va. Parce que l'aéroport continue donc à être, je peux dire donc que c'est comme à l'étape du Moyen-Âge. Oui, alors mais M. Tiani, comment vous expliquez que Félix Tshisekedi est là, ça fait 1 an? Mais cette question continue, il est là, les GoPass sont toujours comme ça, le passeport il est à 300 $, 250, on ne sait pas comment finalement on le fait, les plaques d'immatriculation, le permis de conduire, ce sont des pratiques qui faisaient longtemps. Ce serait intéressant de poser cette question donc au président pour qu'il puisse répondre, mais je voudrais répondre donc à sa place. Pour l'instant, nous avons un système qui n'a pas changé. Nous voulons que ce système change, que le président mette en place des hommes et des femmes de qualité propres, intègres, qui n'ont jamais trempé dans la corruption, de la prédation des ressources naturelles. C'est pour cela que je demande
qu'il puisse accélérer le processus donc, de désignation des mandataires de l'État, de ceux qui peuvent diriger donc, les régies financières, de ceux qui peuvent diriger les institutions financières telles que la Banque centrale et consorts, qu'ils puissent mettre en place ce mécanisme-là rapidement pour que ces nouvelles personnes, avec des nouvelles habitudes... Où on trouvera ces hommes, parce que quand il est arrivé au pouvoir, il a amené ses conseillers, mais on se rend compte que ça ne change pas. Vous savez, où trouver les hommes pour changer le pays? La RDC a aujourd'hui approximativement 92 700 000 personnes. Dans les 92 700 000 personnes, on a à peu près 10% de la population dans la diaspora. On a des gens qui ont accès à une expertise pointue dans des domaines différents. Et moi, je connais beaucoup de ces gens-là. C'est dommage que je ne sois pas président de la République, parce que si j'étais devenu président de la République, en moins de 3 mois, vous allez assister à ce que j'appelle la transformation de la RDC. Mettre en place les meilleurs Congolais possibles. Kabila toujours présent. Kabila présent, l'FCC présent. Mais on allait dire que vous avez été nommé aussi. Hein? Si j'étais président de la République, oui, ils allaient apprendre qu'on ne nomme pas quelqu'un donc il va venir faire leur volonté. Ok? J'allais faire ce qui est bien dans l'intérêt du peuple congolais. Comment vous expliquez que les Congolais brillent à l'étranger? Vous êtes un cas, vous avez brillé dans les institutions financières internationales. Nous avons monsieur Matungulu qui est d'une référence assez importante, Dr Mukwege, vous avez des gens qui sont dans la NASA, vous avez même été une fois, je vais dire plusieurs fois dans les conférences internationales, vous avez vu comment les Congolais ça brille. Mais comment au Congo nous n'arrivons pas à faire appel à ces gens-là? Ben, je vais vous dire que c'est un problème de vision et de gestion du pays. Ma vision à moi, c'est de mobiliser les meilleurs des Congolais pour transformer la RDC. Je ne connais pas la vision donc d'autres personnes. Mais en ce qui concerne ma vision, si j'étais chef de l'État ici, j'aurais aligné, j'aurais fait l'équivalent de ce qu'on appelle l'équipe nationale des léopards. Vous savez, quand on fait les léopards et on veut gagner, comme en 1974, on ne prend pas n'importe qui. S'il y a par exemple Christian Bossembe, Noël Tchani et Félix-Antoine Tshisekedi, et Trésor Mputu, on cherche le numéro 10, qui est-ce qu'il faut aligner? On aligne Trésor Mputu parce que c'est le meilleur dans ce domaine-là. Mais si vous prenez Christian Bossembe parce que c'est un copain ou un ami, vous avez perdu le match d'avance. C'est ça que le chef de l'État doit faire. Au niveau de la composition du gouvernement, au niveau de la composition de son cabinet, au niveau de la nomination de tous les managers, au niveau des entreprises publiques, au niveau de la Banque centrale, au niveau de toutes les institutions de la République, il faut aligner les meilleurs possibles dans chacun des domaines. Si nous faisons ça, nous allons avoir l'équivalent donc de l'équipe nationale des léopards qui est capable de rivaliser donc avec tout le monde et de ramener aux Congolais la Coupe d'Afrique des Nations. Il nous reste 10 minutes pour terminer. 2 grandes questions vont nous départager. Monsieur Tiani, le gouvernement, ça fera 5 mois que le gouvernement est finalement installé. Comment vous l'évaluez aujourd'hui? Honnêtement, je ne sens pas la présence du gouvernement. J'ai l'impression qu'avant le gouvernement égale après le gouvernement. Donc les 8 premiers mois que nous avons passés sans le gouvernement, je ne sens pas la différence depuis que ce gouvernement est là. Donc je suis incapable de vous dire aujourd'hui qu'est-ce que le gouvernement a déjà fait de concret pour pouvoir changer la vie de nos compatriotes. Le Premier ministre, comment vous l'évaluez? Je dis bien que je n'ai pas encore senti la présence du Premier ministre ni de son gouvernement. Les gens pensent que c'était morné, vous pensez aussi? Bon, je ne saurais pas utiliser des qualificatifs de ce genre-là pour parler d'un Premier ministre. Je le respecte en tant que personne. C'est quelqu'un qui a une famille, donc on lui doit du respect. Mais pour la gestion du pays, je ne sens pas la différence. Je ne vois pas encore des actions concrètes. Est-il lieutenant de Kabila ou capitaine du gouvernement? Ben, je pense qu'il est désigné par Joseph Kabila. Il est désigné par Joseph Kabila, par le FCC. Maintenant, je ne connais pas la relation qu'il maintient avec le président Félix-Antoine Tshisekedi. Visiblement, la relation est bonne, mais nous ne voulons pas nous appuyer sur les relations entre les individus. Nous voulons voir les actions concrètes. Et les actions concrètes, jusqu'à présent, on ne les voit pas, on ne le sent pas. Si vous étiez président, vous auriez accepté cette composition-là? Azara Souroubero à la décentralisation, l'éternel ministre de la décentralisation, aux mines comme ça, les finances entre les mains de quelqu'un d'autre, l'armée entre les mains de quelqu'un d'autre. Quelle serait votre vision en tant que président de la République? Comment allez-vous faire pour les gouvernements? J'ai toujours dit que si j'étais président de la République, j'allais donner au Congo un gouvernement restreint, un gouvernement de mission, des gens qui peuvent travailler de façon harmonieuse pour délivrer des objectifs combien de bien personnes? précisés. Pas plus de 25 personnes. Et alors Pas plus de 25 personnes. 67 personnes, c'est budgétivore, c'est inefficace. Et j'avais dit cela d'ailleurs avant qu'on fasse la composition du gouvernement. C'est la première chose. La deuxième chose, j'allais insister pour que les postes régaliens reviennent au chef de l'État. Aujourd'hui, j'ai entendu le chef de l'État lors du discours sur l'état de la nation, où il a pointé du doigt le ministre des Finances qui bloque le paiement de certaines factures.
Je pense que ce n'est pas congolais de pouvoir fonctionner donc dans des conditions comme ça. Je souhaiterais que le président de la République ait la latitude de mener correctement donc la vision qu'il a et que tous ceux qui sont membres du gouvernement doivent pouvoir donc participer. Cette histoire d'avoir des ministres qui refusent d'exécuter les décisions donc du chef de l'État, je pense que c'est anticonstitutionnel. Et la décentralisation, pensez-vous que M. Rouberoy... Je ne voudrais pas personnaliser les choses, mais j'aurais amené purement et simplement de nouvelles personnes dans cette équipe-là. Je ne vois l'équipe ancienne avait échoué et je n'allais pas reprendre un seul individu qui vient donc de cette équipe ancienne. Que ce soit celui que vous mentionnez ou tous les autres d'ailleurs. J'allais avoir donc un nouveau gouvernement composé de nouvelles personnes avec des nouvelles compétences, avec une nouvelle vision capable de pouvoir donner aux Congolais ce que nous n'avons pas eu jusqu'à présent. Nous avons commencé cette émission avec la question des étudiants, parce que finalement c'est ça l'actualité. Vous avez répondu, vous avez dit que le problème c'était le taux d'échange et que vous n'étiez pas d'accord avec cette mesure d'éguerpissement. Mais il y a une autre actualité, M. Tiani, c'est que nous avons assisté il n'y a pas longtemps, le directeur de cabinet du président invité au Rwanda dans une affaire privée, il est allé en jet et il arrive, il donne 30 vaches, il dit c'est leur coutume, il donne 30 vaches, et puis il parle de la consolidation de relations entre les Kivu et le Rwanda. Et puis James Kabarebe serait son grand frère, son ami. Ça dit tout, ça expose le président de la République, ça l'honore lui-même en tant que directeur de cabinet. Est-ce que c'est des propos responsables? Qu'est-ce que vous en pensez? Je dirais très clairement que ce sont des propos très irresponsables. Et je pense que le directeur de cabinet devrait démissionner. Pourquoi? Parce que lorsqu'il va parler de la consolidation des relations entre le Kivu, une province de la RDC, et le Rwanda, un pays qui a eu toujours des velléités d'occupation de la RDC, quand on parle du plan de balkanisation, on soupçonne que le Rwanda voudrait que le Kivu soit annexé donc à son territoire. Je crois qu'il y a eu là des propos très irresponsables et ça ne doit pas passer inaperçu comme ça. C'est la première chose. La deuxième chose, nous sommes dans un pays où les gens meurent de faim. Si on meurt de faim, c'est parce qu'on n'a pas de moyens pour pouvoir donc subvenir aux besoins de tous les Congolais ici. Je ne veux pas entrer dans sa vie privée. Il peut aller donner donc des vaches à qui il veut, le nombre qu'il veut, tant que ça vient donc de sa propre poche. Mais je voudrais bien connaître la source de financement du jet privé qu'il a utilisé pour aller donc là-bas. Si l'argent vient du trésor public, il faut qu'il démissionne immédiatement. Et il faudrait peut-être demander au PGR de donner donc un peu plus d'informations sur sa façon donc de fonctionner. En clair, vous demandez des poursuites contre de poursuites je dis ou des enquêtes, si vous voulez. Je voudrais bien qu'on connaisse. Nous avons des services qui doivent avoir les informations sur des activités qui ne paraissent pas des activités régulières. Un individu au Congo qui voyage sur un jet privé pour aller, pendant longtemps, cette personne-là n'avait pas beaucoup d'argent, il était comme vous et moi et soudainement il voyage dans des jets privés pour aller dans des mariages donc de ses copains. Et quels copains? Parce que le même directeur de cabinet avait fait déclaration dans le passé, traitant donc la personne qu'il avait invitée là-bas des génocidaires. Génocidaire qui a tué beaucoup de gens, ça ce sont ses propres propos, qui a tué beaucoup de gens en RDC, 9 millions de personnes estimées aujourd'hui qui sont mortes depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui. Alors, s'il est devenu copain à cette personne-là, nous sommes très curieux. Et s'il va là-bas et parler au nom même de la RDC, est-ce qu'il est ministre des Affaires étrangères? Est-ce qu'il est mandaté pour pouvoir donc rétablir les relations entre la RDC? Un directeur de cabinet, c'est un administratif. Mais il dit que le président regrette. Il dit que le président... Alors, docteur, je ne connais pas ce qui s'est passé. Il dit que le président regrette, le président Félix Tshisekedi regrette de n'avoir pas été invité dans une fête, dans un mariage où Kagame n'est pas là. Kagame lui-même, en tant que président rwandais, il n'est pas à ce mariage-là, mais il dit que le président congolais regrette pourquoi il n'a pas reçu l'invitation. Je ne connais pas comment le président a dû exprimer ce regret-là. Je doute fort que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, ait regretté d'avoir participé à un mariage rwandais au Rwanda. Je doute fort. Mais s'il l'a fait, bon, je ne peux pas entrer donc dans les affaires personnelles, mais je doute fort que Félix Antoine Tshisekedi, en tant que président de la République, ait regretté de n'avoir pas été associé à un mariage comme ça. Je ne vois pas son intérêt. Je ne vois pas pourquoi il irait là-bas et je ne vois pas le président Félix Antoine Tshisekedi ami avec Kabarebe. Je ne le vois pas. Pour quelle raison il irait là-bas? Donc ces propos donc du directeur de cabinet, moi je pense qu'ils sont totalement déplacés. Il faut qu'il démissionne. Il faut qu'il puisse être tenu responsable pour cela. À la rigueur, je voudrais qu'il puisse démissionner. Est-ce que vous pensez que le cabinet du président est-il efficace?
Je ne connais pas très bien le cabinet du président de la République. Tout ce que moi je constate, c'est que le pays ne fonctionne pas normalement. Et j'ai constaté qu'il y a beaucoup de bévures qui sortent donc de toutes les institutions de la République, les lettres qui sont supposées être confidentielles, qui passent dans la presse, il y a des accusations de corruption à gauche, à droite. Donc je constate simplement passation des marchés de gré à gré. Je constate simplement que la RDC aujourd'hui ne fonctionne pas comme il faut. Tout est bloqué, il n'y a pas d'argent, les gens meurent de faim et on ne sent pas encore donc l'alternance au sommet de l'État qu'on avait donc souhaité. Donc je souhaiterais encore inviter le chef de l'État à faire beaucoup plus et très rapidement pour mettre en place une équipe qui puisse donner au peuple congolais ce que nous n'avons pas reçu jusqu'à présent. Alors, M. Etienne, vous allez regarder, la caméra va terminer. Nous allons passer à notre étape. Vous savez, notre rubrique, la toute dernière, c'est des questions courtes et que vous répondez en citant le nom, si possible, hein, des entreprises, des instituts ou toute autre chose. Vous êtes prêt, docteur? Je suis prêt, mais vous savez que j'ai aussi le droit de ne pas répondre. Oui, vous avez le droit de ne pas répondre. Vous avez le droit de vous abstenir, ce n'est pas un problème. Félix Tshisekedi, s'il échoue à ce mandat, ça va être l'incompétence de Félix Tshisekedi, ça va être les conditions, les contextes actuels, ou ça va être l'empêchement de Kabila et les autres? Les trois assertions, laquelle est la plus plausible? Non, si on échoue, c'est qu'on n'a pas réussi à mobiliser le peuple congolais pour atteindre les objectifs. Et on n'a pas réussi à faire ce qu'il faut quand il le fallait. Donc s'il échoue, il faudra le juger lui en tant que président avec toute son équipe. Mais aussi lui en tant que président avec ses partenaires du FCC, dont le président Kabila. Pensez-vous que le président Félix est un homme seul aujourd'hui, mal entouré, ou c'est lui qui s'entoure mal? Bon, je ne connais pas la nuance entre les termes que vous utilisez. Vous êtes francophone. Moi, j'ai tendance à comprendre les choses peut-être donc en anglais. Mais je peux dire que le président n'a pas une bonne équipe aujourd'hui. Nous le constatons au niveau du gouvernement. Il n'a pas eu la latitude de choisir l'homme qu'il fallait pour composer le gouvernement. Et au niveau donc de son cabinet, si les choses marchaient très bien, on l'aurait senti. Mais pour l'instant, on ne le sent pas. Donc, il est mal entouré. Je ne sais pas si c'est à cause de lui ou bien c'est à cause donc de l'entourage qu'il a pu sélectionner qui n'est pas à la hauteur, mais la réalité c'est que les choses ne marchent pas comme on le souhaite. Entre le désespoir, la vigilance et le travail, le Congo doit choisir quoi? Moi je pense que le Congo doit être un pays d'espoir. Un pays d'espoir, pourquoi? Parce que nous sommes promis à un bel avenir, mais si nous faisons les choses correctement. Et pour faire des choses correctement, nous avons besoin de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut et le tenir responsable de ses actes. Et de n'avoir aucune tolérance pour la mauvaise gouvernance, la corruption, la prédation des ressources naturelles. Et avoir la discipline, se mettre au travail, nous allons développer la RDC au profit de tous. Qui de Fayulu, Kabila, Vital Kamerhe est plus dangereux pour Félix et pour le Congo? Moi, je pense que l'ennemi du peuple congolais, c'est le Congolais lui-même. Pourquoi? Parce que nous acceptons des choses qui ne sont pas acceptables. Ce que nous devons faire, déjà, nous devons rassembler tout le monde. Si j'avais à prendre tous ceux que vous avez mentionnés, tous ceux qui sont congolais, je les prendrais, je les mettrais tous dans le même moule en leur disant, voici la vision. Par exemple, le plan Marshall de Noël Tchang pour la reconstruction et le développement de la RDC. Je n'ai pas entendu un seul politicien me dire que ce plan-là n'est pas faisable ou le plan-là n'est pas réaliste. Je les invite tous à adhérer à ce plan et à suivre ma vision pour le développement de la RDC. Nous allons développer la RDC, on va devenir un pays émergent en 15 ans et je pense que chacune de ces personnes que vous avez mentionnées aura un rôle à jouer et pourra donc se retrouver dans ce plan-là. Avez-vous déjà rencontré le président Félix et lui remettre le plan Marshall? Oui. Avez-vous déjà rencontré le président Kabila et lui remettre le plan Marshall? Oui. Avez-vous déjà rencontré M. Fayulu et lui remettre le plan Marshall? J'ai rencontré Fayulu et je lui ai donné donc des copies du plan. Pas tout le plan, mais je lui ai donné des copies du plan. Merci beaucoup, M. Tiani. Et j'ai donné le plan à tous les politiciens qui veulent s'y intéresser. D'ailleurs, c'est un plan qui est publié et tous ceux à qui je n'ai pas remis le plan, qui veulent l'avoir, peuvent donc juste aller sur Google, commander sur Amazon et ils auront accès au plan. Mes idées sont publiques et elles sont disponibles à tous les Congolais. Qui vous a semblé le plus réceptif de tous? Ce qui est curieux, c'est que chaque fois que je présente le plan à tous les politiciens, ils disent tous extraordinaire. Nous pouvons le mettre en œuvre. Si nous le mettons en œuvre, le pays va se développer.
Mais quand je pars de là, et je sens qu'ils font autre chose. Quand vous partez, vous partez avec votre plan. Non, le plan, je le laisse. Oui, mais je me demande s'ils le lisent après que je sois parti. Merci beaucoup, M. Tiani. C'était un honneur de vous retrouver aujourd'hui. Je vous promets déjà une autre émission où j'inviterai mes amis journalistes. On vous recevra, on discutera sur le plan Marshall. Parce que je crois qu'il faut le pulcher pour savoir un peu ce qui se passe à l'intérieur. Je demande, moi, mon plan déjà aujourd'hui. Si je peux l'avoir, comme ça, j'ai même à le lire convenablement. Et on pourra en parler très prochainement. Merci beaucoup de me recevoir sur Congo Buzz et je voudrais souhaiter encore une fois meilleurs vœux à tous les téléspectateurs. Vous faites un excellent travail. Merci. Vous êtes l'un des rares journalistes que je trouve très objectif dans Merci. votre travail et très compétent. Merci beaucoup, M. Tiani. Mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve très prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Merci.